Si vous réfléchissez à ouvrir un PEL pour acheter une maison, ou peut-être que vous en avez déjà un, et si vous vous demandez si ce livret est intéressant, eh bien vous êtes au bon endroit. Je vais vous présenter deux scénarios d'achat d'une résidence principale, un avec le PEL et l'autre sans, et vous risquez d'être surpris. Le PEL, ou Plan Épargne Logement, c'est un livret réglementé qui a pour but de faciliter le financement d'une résidence principale. Lorsque vous l'ouvrez, vous obtenez un taux d'intérêt fixé à l'ouverture et il vous donnera accès à un crédit à un taux lui aussi défini à l'ouverture. Plus vous aurez mis d'argent sur ce livret et plus vous aurez perçu d'intérêt, plus vous pourrez emprunter. En espérant que le taux de crédit déterminé à l'ouverture soit plus faible que celui auquel vous auriez eu accès sans ce PEL. Accrochez-vous, ça va être un peu technique, et c'est d'ailleurs le premier souci du PEL, c'est que c'est un outil compliqué à comprendre et qu'on peut facilement se retrouver à faire aveuglément confiance à son banquier. Prenons l'exemple d'un PEL ouvert en 2017. Avec un PEL ouvert en 2017, on obtient un taux d'intérêt de 1% par an. Donc tous les ans, vous percevrez 1% brut de votre capital en intérêt. Sachez qu'en 2025, si vous ouvrez un PEL aujourd'hui, votre taux d'intérêt sera de 1,75% par an. Pour cette simulation, je vais imaginer que je remplis le PEL pendant 8 ans, jusqu'à atteindre son plafond de 61 200 €. Ce qui veut dire que je vais y verser 635 € par mois. Et enfin, pour un PEL ouvert en 2017, il vous permettra un jour d'obtenir un crédit à 2,2% par an. On se retrouve ainsi avec un capital de presque 63 000 € et on a épargné le maximum possible sur PEL pour atteindre son plafond à 61 200 €. Ce qui nous a permis de percevoir 1 728 € d'intérêt. Alors contrairement au livret A, le rendement du PEL est taxé. À moins d'être imposé au barème progressif, vous ne percevrez réellement que 70% de votre taux d'intérêt brut. Ici, comme on a ouvert un PEL qui nous offre 1% de rendement brut, on ne perçoit en réalité que 0,7% par an. Donc c'est un peu mieux que d'avoir laissé son argent sur un compte courant, mais le PEL ne nous a quand même pas protégé de l'inflation, et on a même perdu du pouvoir d'achat si on considère une inflation moyenne de 2% par an. Alors passons maintenant à l'argument de vente du PEL. À savoir que quand on ouvre un PEL, c'est pour pouvoir bénéficier d'un crédit à taux préférentiel quand on aura réussi à rassembler suffisamment d'apports pour acheter une résidence principale. Ce taux préférentiel, qu'on appelle aussi taux de prêt, est lui aussi fixé à l'ouverture du PEL. Avec notre PEL ouvert en 2017, nous aurons accès à un prêt au taux de 2,2% par an. Sachant qu'en ce moment, en 2025, si vous allez voir une banque pour prendre un crédit sur 25 ans, en fonction de votre situation, du montant emprunté et de votre apport, vous serez très grossièrement autour des 3,5% par an. Donc sur le papier, ça semble faire sens, comme ce PEL nous permet aujourd'hui d'emprunter à un taux plus bas que celui du marché. Enfin, c'est le cas parce que les taux d'intérêt aujourd'hui sont plus hauts que celui de notre PEL. Ici, on a eu de la chance et on va donc pouvoir continuer la simulation. Point important, ce taux préférentiel vous est proposé pour un crédit d'un montant déterminé en fonction des intérêts bruts que vous avez perçus sur la durée de vie de votre PEL. Plus vous aurez perçu d'intérêts, plus vous aurez le droit d'emprunter un montant important. Donc plus vous aurez patienté avec ce PEL, et plus vous aurez mis de l'argent dessus, plus vous pourrez emprunter à ce taux préférentiel. Voyons ce que ça donne sur ce graphe qui nous donne le montant maximal empruntable en fonction de la durée du crédit. Comme on a ouvert notre PEL il y a 8 ans, on va regarder l'année 8. Et comme on le disait, le montant empruntable est lié aux intérêts bruts que le livret a générés, mais aussi à la durée sur laquelle vous allez rembourser votre crédit. Ce graphe indique l'exemple de 3 durées de crédit, 5 ans, 10 ans et 15 ans. Plus la durée est courte, plus le montant empruntable est grand, sachant qu'un crédit via PEL ne peut pas avoir une durée plus longue que 15 ans. Donc on va prendre notre crédit PEL sur 15 ans, pour éviter d'avoir des mensualités de remboursement trop importantes. Et nous aurons ainsi accès à un emprunt de 35 271 € sur 15 ans à 2,2% par an. Regardons maintenant la différence entre ce crédit PEL et un crédit sans PEL. Je vais créer une nouvelle simulation qui va me permettre de visualiser ce crédit. Prenons donc un crédit de 35 271 € sans apport sur 15 ans au taux de 2,2% par an. Je ne m'intéresse ici qu'au coût du crédit, donc pas de frais de notaire, pas de charges, et ainsi de suite. On va donc devoir payer à la banque 6 139 € d'intérêt pour notre emprunt. C'est le coût du prêt. Comparons ça à un crédit classique sans PEL. Faisons donc une nouvelle simulation à droite. C'est exactement la même simulation qu'à gauche, mais cette fois j'utilise un taux d'emprunt qui n'est pas le taux préférentiel de notre PEL. Au moment où je tourne cette vidéo, je vais grossièrement estimer que je pourrais avoir un taux de 3,5% par an. Donc sans utiliser un PEL, le crédit nous aurait coûté 10 000 €.
Le PEL nous a ainsi fait économiser presque 4 000 €. Alors pour acheter une résidence principale, 35 000 € ne seront pas suffisants et il va falloir évidemment faire un autre crédit en plus de celui du PEL. Mettons qu'on veuille acheter une résidence principale qui vaut 250 000 €. On a donc l'argent du PEL qu'on va utiliser en apport, soit 63 000 €, et le crédit de 35 000 € obtenu grâce au PEL qu'on vient d'étudier. Donc il va falloir prendre en plus du prêt PEL un prêt classique de 215 000 € à un taux autour de 3,5% par an sur 25 ans. Ici, ce n'est plus le taux du PEL qu'on utilise, mais le taux que la banque nous proposerait sans PEL. Et on va utiliser les 63 000 € du PEL comme apport. Et donc pour acheter un appart de 250 000 €, le coût total de nos prêts sera de 82 000 €. Retournons désormais sur la simulation sans PEL et ajoutons exactement le même crédit, c'est-à-dire 215 000 € avec 63 000 € d'apport sur 25 ans à 3,5% par an. Ce qui nous amène donc sans PEL à un crédit qui nous coûterait 86 000 €, soit 4 000 € plus cher. Donc d'un côté, votre résidence principale vous aurait coûté 332 000 € avec le PEL, et de l'autre 336 000 €, soit un peu plus d'1% de différence. On a donc économisé 4 000 € avec ce PEL, mais regardons maintenant le coût d'opportunité du PEL, c'est-à-dire l'argent qui nous a échappé parce qu'on a laissé notre épargne dormir sur un PEL. Que serait devenu notre patrimoine si au lieu d'avoir placé ces 60 000 € sur un PEL, on les avait investis sur des actifs à haut rendement? Prenons l'exemple d'un investissement en bourse, en utilisant par exemple un indice comme le S&P 500, qui représente la bourse américaine et qui a augmenté en moyenne de 10% par an sur les 100 dernières années. Revenons à la simulation de la phase d'épargne du PEL et dupliquons-la pour la transformer en un investissement en bourse. Donc sur un indice S&P 500 qui représente la bourse américaine, avec un rendement moyen de 10% par an, et j'investis autant que sur le PEL avec 635 € par mois. Et ça nous amène à un capital de 91 000 €, ou plutôt 86 000 € après impôt, comme on va vouloir utiliser cet argent comme apport pour notre achat immobilier, et qu'on va donc se faire imposer au passage. Pour rappel, avec le même effort d'épargne, à gauche avec le PEL, on arrivait seulement à 63 000 € de capital. Donc si vous aviez ignoré le PEL et qu'on avait investi en bourse, on aurait 23 000 € de plus à mettre en apport. Retournons donc à la simulation du crédit, avec PEL à gauche et sans PEL à droite, mais cette fois on a 86 000 € d'apport au lieu de 60 000. On se retrouve donc à droite avec un crédit qui ne nous coûte plus que 75 000 €, alors qu'avec le PEL, à gauche, le coût total de notre crédit était de 82 000 €. On a donc gagné 7 000 € à préparer notre apport en bourse plutôt qu'en utilisant un PEL. Mais attention, ce n'est pas la seule différence. Quand on regarde l'effort d'épargne qui va nous être demandé pour rembourser notre emprunt, on est à 991 € par mois avec la simulation utilisant le PEL, mais à seulement 898 avec la simulation utilisant la bourse. On a donc des mensualités plus petites de 93 € par mois qu'avec le scénario PEL. Du coup, pour pouvoir comparer les deux simulations, il faut que notre effort d'épargne soit identique. Et vous vous en doutez, je vais mettre ces 93 € par mois en bourse à 10% par an. Et c'est là qu'on voit la vraie différence. Avec un PEL, votre patrimoine à la fin de votre crédit sera de 250 000 €, alors que si vous aviez plutôt investi en bourse, vous auriez 350 000 € après impôt, soit 100 000 € de plus. Pas mal, mais on peut avoir une stratégie encore plus intéressante. Au lieu de mettre en apport l'ensemble des 86 000 € obtenus en bourse, on peut n'en mettre que 60 000, comme avec la simulation du PEL. Et on va laisser en bourse les 26 000 € restants. Donc modifions l'apport pour le réduire à 60 000 €, et l'investissement en bourse pour qu'il commence avec 26 000 €. Et comme j'emprunte plus d'argent, j'ai désormais des mensualités plus importantes à droite qu'à gauche, donc je ne pourrai plus chaque mois ajouter de l'investissement en bourse, et qu'on veut comparer nos simulations à effort d'épargne constant, je vais ajouter à gauche la différence d'effort d'épargne en bourse pour 37 € par mois. On se retrouve ainsi à droite dans le scénario sans PEL à un patrimoine dans 25 ans de 488 000 €, soit 200 000 € de plus que sur la simulation utilisant le PEL. Et dernière optimisation, pour le scénario sans PEL, il n'y a plus de raison de faire le premier crédit sur 15 ans, comme c'était uniquement pour comparer au scénario PEL. Je vais donc rallonger mon premier crédit sur 25 ans, pour chaque mois pouvoir investir un peu en bourse. Je vous affiche directement le résultat. On se retrouve ainsi à droite à un patrimoine de 528 000 € après impôt, ce qui représente 223 000 € de patrimoine supplémentaire par rapport au scénario PEL. Alors quelques points à considérer quand même, outre la différence de patrimoine théorique. Investir en bourse est évidemment un investissement plus risqué qu'un PEL.
avec un risque de perte en capital, et que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Mais sur des périodes aussi longues, ici on parle de 8 ans puis de 25 ans, il est assez peu probable que le scénario bourse soit moins intéressant que le scénario PEL. Par contre, si vous envisagez votre emprunt dans un futur très proche, alors la volatilité de la bourse pourrait réduire votre apport. Et pour finir, quelques points supplémentaires à considérer avec le PEL. Premièrement, il va falloir bloquer les fonds au moins 4 ans avant de pouvoir avoir accès au crédit PEL. Ensuite, le taux de prêt est défini à l'ouverture du PEL. Donc vous faites un pari sur le fait que les taux auront augmenté lorsque vous serez prêt à acheter une résidence principale. Parce que si ce n'est pas le cas, vous aurez épargné des dizaines de milliers d'euros à un taux de rémunération très faible pour rien. Je vous invite donc à faire vos calculs avant d'ouvrir un PEL et d'explorer différentes alternatives. Et si vous en avez déjà un, il n'est peut-être pas encore trop tard pour vérifier s'il est justifié de le garder.